Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à Sorbonne Université en histoire de la communication politique et auteur de cet ouvrage « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir », publié aux éditions du Cerf. Elle implique plusieurs choses. Elle implique d'abord quelque chose sur l'offre politique, c'est-à-dire que les clivages qui ont construit le champ politique depuis des décennies, voire au moins 2 siècles, c'est-à-dire le clivage entre la droite et la gauche, est un clivage qui aujourd'hui apparaît moins probant ou opératoire qu'il ne l'était. Ça, c'est un premier point, comme si la politique était d'abord une affaire de marque et d'offres. C'est une vision assez économiciste de la politique qui aujourd'hui semble parfois l'emporter, au moins dans le champ de la concurrence politique. Ensuite, l'autre question, c'est finalement la façon dont la politique s'incarne. Surtout dans un pays comme la France, qui est profondément marqué par une tradition monarchique. La Ve République, on l'a dit suffisamment, est une république qui est l'héritière aussi d'une conception monarchique du pouvoir, et la façon dont les derniers présidents de la République, je pense aux présidents de la République qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, pour les citer dans l'ordre, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ont tous éprouvé une difficulté à habiter la fonction qui est la fonction du souverain, la fonction du prince, comme si ils n'arrivaient pas à effacer véritablement leur personnalité propre derrière la statue du commandeur et les exigences justement que nécessite pour occuper cette fonction tout à fait transcendante la fonction présidentielle sous la Ve République. Si vous voulez, François Mitterrand, c'est l'homme du traité de Maastricht. C'est-à-dire qu'il a pleinement conscience que lorsqu'il ratifie ce traité en février 1992, qu'il est en train d'enclencher un acte qui transforme profondément la conception de la souveraineté nationale, puisque le traité de Maastricht implique le transfert d'un des principaux attributs régaliens, celui de battre monnaie, à une autorité indépendante et qui plus est une autorité partagée qui est l'autorité de la Banque centrale européenne. Donc il a véritablement, en l'occurrence, conscience que ce à quoi il est en train de procéder change la nature de la relation à la souveraineté, du politique à la souveraineté, du peuple à la souveraineté. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il décide, alors bien évidemment aussi pour des raisons à l'époque qui sont des raisons de tactique politique, mais aussi parce qu'il a conscience de la nature profonde qu'implique ce changement, qu'il soumet à ratification ce traité de Maastricht. Enfin, qu'il soumet à référendum, plutôt, le traité de Maastricht. Donc l'énergie nationale, la question de l'énergie nationale, elle se pose. François Mitterrand est un homme politique qui est socialisé dans une histoire politique où, finalement, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, la démocratie est indissociable de la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre, d'un côté, un territoire, un peuple, et l'exercice du pouvoir. Mitterrand est, disons, le président de la République qui, avec Valéry Giscard d'Estaing, est le premier à affronter les conséquences de la mondialisation et de la globalisation, et qui doit, dès 82 et 83, changer son logiciel politique sur le plan économique pour tout simplement faire en sorte que la France s'adapte à un certain nombre de standards qui sont les standards de la globalisation et de la mondialisation. Il est le premier, en tout cas, à prendre acte de cette réalité. Donc la question de la nation, dans la façon dont François Mitterrand va gérer politiquement son mandat, c'est une question qui est profondément bouleversée par ces prérequis que sont les prérequis de la mondialisation et de la globalisation.
La difficulté, c'est que formellement, en effet, vous êtes dans un processus qui est un processus démocratique, puisque vous avez de fait un processus de délégation qui est opéré entre des États membres qui décident de transférer un certain nombre d'organes qui sont censés être de toute façon des organes sous l'autorité des États membres, de transférer un certain nombre de politiques publiques. Mais vous voyez bien que vous êtes dans un processus qui finalement désapparie toujours plus la souveraineté et le peuple. C'est que d'une certaine manière, vous avez des politiques publiques qui sont décidées par des organes qui ne sont pas des organes élus. À partir du moment où vous cassez le lien, qui est le lien finalement de l'élection et qui est le lien essentiel dans une démocratie, et dans une démocratie libérale, vous avez, disons, un processus qui nous fait sortir à la fois de la démocratie représentative, mais aussi d'une certaine manière, et encore plus peut-être, de la démocratie directe. C'est-à-dire que tout ce qui relève du processus référendaire ou tout ce qui relève de la représentation est in fine effacé et que l'on transmet un certain nombre de prérogatives à des organes qui sont non élus, même s'ils sont censés être sous la dépendance des États membres qui constituent l'Union européenne et de leurs dirigeants et de leurs représentants. Alors, ce qui caractérise en effet l'histoire de France, c'est que dans cette histoire, c'est l'État qui construit et qui produit la société nationale. Ce qui fait que très rapidement, dans l'histoire de France, vous avez un processus de nationalisation de l'espace politique qui se construit à travers le rôle de la puissance publique, le rôle de l'État et le rôle des rois. La réalité, c'est que vous avez un monopole qui commence à se construire autour d'une maison, qui est la maison des Capétiens, qui progressivement centralise l'ensemble des attributs du pouvoir en sa faveur et crée progressivement à la fois une nation et également un sentiment national. Ce qui fait que la société française est une société qui s'est construite d'abord politiquement. Et c'est ce qui vraisemblablement la différencie par rapport à d'autres sociétés. Je pense aux sociétés d'Europe du Nord qui se sont parfois plus construites économiquement avant de se construire politiquement. Là, en France, on a un cheminement qui est tout à fait inverse. C'est la politique qui construit la société. Donc ça finit par avoir un impact sur les attentes, sur les aspirations qui sont les aspirations du peuple, des sociétés. C'est-à-dire qu'on attend peut-être beaucoup plus dans un pays comme la France du politique, de la puissance du politique à finalement fabriquer des politiques publiques, à construire une société, à proposer un avenir, à protéger les citoyens, parce que l'on considère que c'est l'État en priorité et en première instance qui est l'ordonnateur de la société. Donc la responsabilité du collectif à travers l'État est un sujet qui est absolument essentiel et qui fait qu'en effet, l'État qui est l'État républicain, qui succède à l'État monarchique, est quand même l'héritier de cette histoire, qui est l'héritier de cette puissance, qui est une puissance transcendante, qui va construire un organe politique, qui est un organe politique qui ordonnance la vie en société, et qui l'ordonnance parfois de manière granulaire. D'ailleurs, je prendrai l'exemple de Napoléon Bonaparte. Bonaparte, quand il est à Sainte-Hélène, Napoléon, quand il est à Sainte-Hélène, dit une chose extrêmement intéressante à son mémorialiste Lascaz. Il lui dit finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de mon œuvre? On ne retiendra pas finalement mes grandes victoires, mes grandes batailles, on retiendra le code civil, parce que le code civil, c'est ce travail d'unification qu'il va mener en tant que premier consul d'un certain nombre de traditions, d'us et coutumes, afin d'établir les bases de ce que sont l'égalité, de ce que constitue l'égalité civile. Donc ça veut dire que en France, le politique a un rôle, une fonction qui est certainement à nul autre pareil et qui explique
peut-être en creux le sentiment de très grande crise aujourd'hui qui semble saisir cet objet qu'est le politique, parce que le politique ne répond plus finalement à ce logiciel historique qui est un logiciel pluriséculaire. Si vous voulez, pour comprendre le politique, il faut essayer de décomposer ce qui constitue ses grandes fonctions. Et pour comprendre ces grandes fonctions, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, il faut se référer aux grands auteurs de la philosophie politique. Et quand vous lisez un certain nombre de grands auteurs, vous vous rendez compte qu'il y a quelques fonctions qui sont essentielles et qui sont constitutives de l'objet politique. La première fonction, c'est la fonction qui consiste à diriger, qui consiste à commander, qui consiste à produire un certain nombre de politiques, notamment en matière de protection. C'est ce que rappelle par exemple un auteur comme Raymond Aron. La deuxième fonction, qui est, elle, une fonction qui émerge notamment dans les systèmes démocratiques, c'est la capacité du politique à organiser le débat, à réguler le débat, à construire les processus de délibération. Il n'y a pas de politique démocratique s'il n'y a pas une possibilité, une capacité à débattre de tout, à délibérer sur tout, quels que soient les enjeux. Et ça, c'est véritablement la fonction, par exemple, du Parlement, de la démocratie représentative, mais pas seulement, dans une démocratie libérale. Et puis il y a une troisième fonction, qui est une fonction que je qualifierais presque de quasi-anthropologique, qui est une fonction finalement d'être capable et d'être en mesure de désigner quels sont vos adversaires, quels sont vos ennemis. Et là, c'est notamment l'analyse que fait un philosophe et juriste, parfois décrié, mais dans la pensée, et malgré tout extrêmement intéressante pour comprendre l'essence du politique, c'est Carl Schmitt. Carl Schmitt vous explique que finalement, la nature même du politique, c'est d'être capable de discriminer entre l'ami et l'ennemi. Voilà les trois grandes fonctions qui sont celles du politique. Et quand on regarde, in fine, la façon dont aujourd'hui ces fonctions politiques sont opérées dans un certain nombre de démocraties libérales au sein des États-nations, on s'aperçoit que nombre de ces fonctions aujourd'hui sont en partie démonétisées. La question de l'exercice du pouvoir, du commandement, de la capacité à décider se pose de plus en plus. Et on voit qu'aujourd'hui, si par exemple la désaffection électorale l'emporte lors des différents scrutins auxquels les Françaises et les Français sont appelés de participer, c'est parce que c'est diffracté le sentiment qu'il y avait une forme d'impuissance du politique à répondre à un certain nombre de grands enjeux. Donc la question du commandement, la question de la direction qui est au cœur, encore une fois, de la fonction politique, se pose plus que jamais parce qu'il y a aussi ce sentiment que finalement la prise de décision est prise ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres instances, des organisations supra- ou interétatiques, ou éventuellement même que le pouvoir politique est concurrencé par d'autres formes d'organisation qui viendraient tout simplement battre en brèche la toute-puissance des États et même des organisations interétatiques. Je pense par exemple aux GAFAM. L'autre fonction qui aujourd'hui semble là aussi d'une certaine manière s'amenuiser, faiblir, c'est la fonction de délibération. C'est-à-dire qu'on parle fréquemment de crise de la démocratie représentative. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la crise de la démocratie représentative? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'un certain nombre d'offres politiques, un certain nombre d'expressions politiques aujourd'hui ne sont plus considérées comme pertinentes par une grande partie de l'opinion publique, d'où là aussi le fait que nos concitoyens vont de moins en moins voter. Il y a une tendance maintenant sur 30 ans qui montre qu'il y a une baisse de la participation électorale. Donc la baisse de la participation électorale, c'est d'une certaine manière le résultat et le produit de cette crise de la démocratie représentative. Mais c'est aussi la crise de la démocratie représentative, le fait qu'un certain nombre de sujets
doivent sortir du champ de la délibération, parce qu'ils sont considérés comme des sujets techniques qui ne devraient pas donner lieu à des débats politiques, à des polarisations politiques. Alors je prendrai l'exemple qui est le plus frappant et qui est lié notamment à la construction européenne, c'est que la question de la monnaie est aujourd'hui une question qui, de fait, ne paraît plus faire débat, puisque le traité de Maastricht a finalement acté le fait que cet attribut, qui est un attribut régalien, c'est-à-dire le fait de battre monnaie, ne relève plus de la responsabilité des États-nations et que la gestion de la politique monétaire ne relève plus finalement du politique, mais relève d'une banque centrale européenne indépendante et que ce sont des critères techniques et exclusivement techniques qui devraient aujourd'hui conduire à la gestion de cet outil qui reste un outil politique malgré tout, qui est l'outil monétaire. Donc, il y a à la fois une crise de la puissance publique et une crise de la délibération. Qu'est-ce qui reste finalement? Il reste encore la capacité pour un certain nombre de puissances politiques d'être en mesure de désigner quels sont ses adversaires et quels sont ses ennemis. Finalement, le politique en est aujourd'hui d'une certaine manière réduit à l'os de ce que, par exemple, Carl Schmitt considérait comme la nature même et l'essence même du politique. Alors, ce qui est tout à fait peut-être révolutionnaire avec des organisations comme les GAFAM, par exemple, comme les grands fonds de gestion, les grands fonds gestionnaires, c'est que ce ne sont pas seulement des multinationales. Les multinationales, finalement, ont presque toujours existé dans l'histoire économique, en tout cas dans l'histoire économique récente. Mais là, on est confronté à des acteurs qui ne sont pas seulement multinationaux, ils sont transnationaux et qui ont finalement une diversité de pouvoirs. Les GAFAM, c'est à la fois un pouvoir technologique, c'est un pouvoir culturel, c'est un pouvoir social et c'est aussi un pouvoir politique. Donc ces formes d'organisation viennent profondément non seulement bouleverser les formes traditionnelles du politique, c'est-à-dire les États-nations ou les grands ensembles géopolitiques, mais et ce sont des acteurs qui viennent également profondément bouleverser les organisations interétatiques et supra-étatiques, comme si ils étaient en train de modifier l'organisation du pouvoir au sein même des sociétés. Et il y a un autre sujet aussi qui, me semble-t-il, est lié à l'émergence de ces nouvelles formes d'organisation qui, in fine, disposent d'une forme de pouvoir politique, qui n'est pas d'ailleurs un pouvoir politique profondément régulateur, comme l'était par exemple l'État-nation, mais c'est que le pouvoir aujourd'hui, l'idée même du pouvoir, n'est plus, par une partie, en tout cas des opinions publiques, identifiable. C'est-à-dire que tout se passe comme si le pouvoir s'était d'une certaine manière invisibilisé, qu'il était diffus. Et c'est un vrai sujet parce que lorsque l'on parle de complotisme, par exemple, on sait très bien que le complotisme, c'est aussi le résultat de cette incapacité que nous avons à un moment donné à localiser le pouvoir. Lorsque le pouvoir est localisé, on sait où se prennent les décisions. Lorsque le pouvoir n'est plus localisable, on ne sait plus où se prennent les décisions. Et c'est bien évidemment sur ce terreau-là que peuvent se greffer un certain nombre d'interprétations qui peuvent être considérées comme des interprétations complotistes avec bien évidemment toutes les conséquences et tous les dangers que cela suppose. Alors est-ce qu'on est dans un processus aujourd'hui irréversible ? La réalité, c'est que l'histoire est toujours ouverte. Heureusement, comme le disait le grand historien britannique, l'histoire est de nouveau en marche. Et elle est de nouveau en marche parce qu'il y a finalement une réalité qui semble aujourd'hui, malgré tout, émerger et sur laquelle se fracassent un certain nombre d'idéologues de la mondialisation heureuse qui avaient, il faut s'en souvenir, à partir de la chute du mur de Berlin et au milieu des années 90, prédit ce que le philosophe américain Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire. Ce à quoi nous assistons aussi d'une certaine manière, c'est le retour de l'histoire, c'est le retour des civilisations, c'est le retour d'un besoin de politique aussi. Parce que, en effet, si aujourd'hui on le constate en regardant les études d'opinion,
quand on constate bien évidemment la participation électorale dont j'ai déjà parlé, il y a une espèce de retrait civique qui correspondrait presque à une forme d'objection de conscience, on voit qu'il y a aussi un besoin et une demande de politique. Très clairement, je prendrai un exemple, un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui marque très nettement sa réprobation vis-à-vis des élites, qui condamne une certaine forme d'oligarchisation du pouvoir, c'est un mouvement qui est profondément en demande de politique. On demande de solutions politiques. Qu'est-ce que demandaient les Gilets jaunes? Ils demandaient plus de services publics, ils demandaient plus de pouvoir d'achat, ils demandaient plus de démocratie, notamment de démocratie directe. Donc finalement, il y a ce double phénomène à la fois de crise du système représentatif, de crise de la foi en la capacité des politiques à pouvoir maîtriser et contrôler les événements, et en même temps cette demande de politique qui semble aujourd'hui réémerger à travers un certain nombre de mobilisations sociales.